Je vais vous parler d'une certaine prospective, une prospective telle que je la travaille, telle que je l'ai pratiquée, telle que je la pratique. Je précise quand même pour commencer que je ne suis pas philosophe. Je sais qu'il y en a beaucoup ici, ce qui ne m'empêche pas d'être amateur au sens d'aimer ça, d'avoir du goût pour ça. J'aggrave mon cas, si je peux dire, en disant que je suis ingénieur, et j'espère que je pourrai convaincre Bernard Feltz que les ingénieurs ne sont pas toujours nécessairement des nostalgiques des lumières pures et dures, disons. Et voilà. Alors, mon exposé aura deux facettes, qui sont en même temps deux parties. Une réflexion théorique sur la prospective, même en discutant le mot, parce que j'utilise ce mot parce qu'il est commode, mais sans en être forcément satisfait. Et deuxième aspect, qui n'est pas l'application de la théorie à un terrain, qui est le terrain où j'ai passé une bonne partie de ma carrière, qui est celui du transport et de la mobilité. Je dis que ce n'est pas une application tout simplement parce que c'est plutôt à partir de mon travail d'ingénieur au sens très large du terme, dans le domaine des transports et de la mobilité. Pour être tout à fait concret, j'ai assumé des responsabilités dans ce domaine-là à la RATP, pas loin d'ici. C'est à partir d'une expérience d'assez longue haleine de réflexion, pas seulement de réflexion, d'action et de réflexion sur qu'est-ce que s'intéresser au futur des transports, hein, c'est une question aussi pratique que ça, comment au long d'une assez longue carrière, comment est arrivée une réflexion sur le futur. Donc c'est plutôt, ce que je fais là, c'est plutôt d'extraire en un certain sens du domaine, du terrain qui a été pour moi très familier, celui des transports et de la mobilité, une réflexion sur le futur. Alors, généralement, dans mes exposés, dans mes conférences, j'ai toujours ces deux parties. En général, dans les milieux professionnels qui sont ceux de l'urbanisme ou des transports, je minimise la partie théorique pour ne pas agacer, si je peux dire, les publics professionnels qui parfois trouvent ça abstrait au mauvais sens du terme. Et en général, donc, je fais une petite partie théorique et une grande partie pratique. Et là, je vais un peu équilibrer les choses, et donc je suis très content de pouvoir le faire. Et j'espère que vous ne trouverez pas ma philosophie trop bricolée. Enfin, on verra. Alors, mon titre, Prospective non prédictive, dit déjà quelque chose de ce que je vais vous raconter, et qui est en effet une façon de faire de la prospective, disons, peut-être pas la plus habituelle dans le monde de la prospective. Ce n'est pas un domaine, d'ailleurs, ce n'est pas un monde tellement structuré, la prospective. Hein. Donc, il y a des façons de faire de la prospective, et je vais vous parler de celle de la mienne. Alors, déjà, je vais tout de suite dire que mon intérêt, et ça s'est vraiment concrétisé à travers mon expérience, hein, c'était d'essayer de réfléchir plutôt en termes de prospective du neuf que de prospective des tendances prévisibles. En gros, hein, pour dire ça assez rapidement, peut-on faire une prospective du neuf ? Peut-on faire une prospective des ruptures, comme on dit ? Est-ce que c'est contradictoire ? Ou au contraire, y a-t-il une possibilité intellectuelle même de penser ça ? Alors, c'est à la fois intellectuel, et en même temps, c'est tout à fait concret, hein, au sens où, pourquoi penser des ruptures ? C'est, après tout, nous sommes d'ores et déjà dans une économie, une société, un capitalisme, si on veut, de l'innovation qui produit des ruptures. Donc, au fond, notre représentation commune du futur, c'est qu'il y aura des surprises. On est d'accord avec ça, déjà, si je peux dire. Hein. Nous savons qu'il y aura des surprises, bonnes, mauvaises, etc. Très bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on en déduit qu'il faut vivre le présent, comme c'était dit, ou au contraire, est-ce qu'on peut s'intéresser aux ruptures ? Alors, tout ça, en effet, d'une façon assez générale, on peut dire que ça interroge le rapport au futur, notre rapport au futur. Hein. Si on se dit qu'on veut plutôt distinguer rupture et tendance. Alors, je dis que le futur, notre futur, puisqu'après tout, le futur n'est pas une notion stable. Nous n'avons pas la même idée du futur qu'il y a 50 ans, et encore plus qu'il y a quelques siècles. Alors, à mon avis, nous avons... Notre futur contemporain est un futur que je trouve assez paradoxal, contradictoire, parce que d'un côté, nous sommes donc désormais convaincus, assez généralement convaincus que le futur est imprédictible. Nous savons, ça va trop vite, il y a trop d'innovations. Enfin, il y a beaucoup de raisons, y compris des raisons endogènes, ou en tout cas humaines, qui font que nous produisons de l'imprédictible. Hein, je l'ai déjà dit, puisque nous sommes une société d'innovation, qui a une pression à l'innovation, concurrentielle à l'innovation, on peut la définir de 36 façons, hein, l'innovation. Moi, ma définition d'innovation, c'est que l'innovation, c'est ce qui rend le futur imprédictible. C'est ma petite définition de l'innovation.
Et pourquoi ça rend le futur imprédictible? Pour au moins 2 raisons. C'est que, premièrement, les vraies innovations ne sont pas prédictibles. C'est presque une tautologie de dire ça. Les vraies innovations ne sont pas prédictibles. Bon. Et deuxièmement, les innovations ont des conséquences imprédictibles, la plupart du temps. Donc ça fait, voilà, nous produisons de l'imprédictible par notre système social, économique, etc. Il y a l'accélération de tout, comme dit Helmut Rosa, bon, etc. Bon, alors, donc nous sommes assez largement convaincus que le futur est imprédictible. Et puis d'un autre côté, c'est le paradoxe, que je force un peu le paradoxe peut-être, hein, nous avons parfois l'impression que le futur, il est déjà largement écrit. Il est même mal barré, si je peux dire. Hein. Le réchauffement climatique aura lieu. Ah, bon, c'est plus... Donc on a cette sensation aussi d'être dans un futur, comment dire, il est assez écrit et pas pour le mieux. On est déjà un peu désespéré, en un certain sens, par ce futur. Je pourrais rajouter encore des raisons de paradoxe ou de contradiction. C'est qu'en même temps, je dis qu'il est imprédictible, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ça a été dit par Léo, bon, on a le big data, les capteurs dans tous les sens, etc. On n'a jamais été aussi prédictif que maintenant. Il y a de la médecine prédictive, etc. etc. Donc, nos capacités de prédiction n'ont jamais été aussi grandes. Hein. Vous voyez ce rapport au futur assez bizarre que nous avons, hein, un futur que j'appelle paradoxal pour dire qu'il y a toutes ces dimensions-là dans ce futur. Notre futur d'aujourd'hui, si je peux dire, notre représentation du futur, notre rapport au futur, est prise dans toutes ces contradictions ou ces significations différentes. Alors, donc, quelle prospective? Enfin, si on a conscience d'avoir affaire à un tel futur, compliqué, polysémique, polyvalent, est-ce qu'on peut faire de la prospective? Quelle prospective? Quelle prospective pour un monde qui va trop vite, disons? Alors déjà, on pourrait se dire, on a besoin d'un rapport au futur qui éviterait la volonté de maîtrise, enfin, en tout cas qui ne se définirait pas comme volonté de maîtrise. Or, pour l'instant, enfin bien souvent, la prospective traditionnelle ou même plein d'autres choses se situe quand même dans une perspective de maîtrise, même si on met des têtes bémol. Hein. On est modeste, précautionneux. Ça n'empêche pas que l'idéal intellectuel du rapport au futur est dans beaucoup de cas une maîtrise, alors disons soit cognitive, au sens où prédiction, voilà, prédiction, prévision, etc. Et en effet, on est souvent encore là-dedans. Est-ce qu'on peut prédire, est-ce qu'on peut connaître le futur? Est-ce qu'on peut faire comme avec la science? La science, du moins dans son idéal classique, c'est merveilleux. On peut prédire les éclipses du Soleil pendant 10 000 ans, bon, etc., etc. Donc on a toujours parfois cet idéal scientifique de la connaissance du futur. Alors on met des tas de bémols, de précautions, mais quand même, on a ça. Hein. Et il est très difficile de s'arracher à cette idée que, même s'il faut être modeste, on peut quand même dire des choses vraies, un peu, sur le futur. Et puis il y a le deuxième volet, c'est la maîtrise pragmatique, qui est un peu le pendant d'ailleurs, hein, et qui est, le futur, j'aimerais bien quand même le construire. Je veux être maître de mon destin. Et donc on a, par exemple, on a eu, et justement on n'a plus, la démarche de planification. Par exemple, la planification, c'est une volonté de maîtrise du futur, avec la modestie qu'il faut, mais quand même. Comme par hasard, on ne fait plus de planification. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus qu'on puisse avoir une connaissance cognitive suffisante, une maîtrise cognitive suffisante du futur. Bon. Alors quel rapport, hein, voyez? Donc, il faut être modeste, ou pas seulement modeste, hein, renoncer à l'idéal de volonté de maîtrise du futur, sans tomber dans le présentisme, sans tomber dans le rejet du futur, sans tomber dans l'hédonisme. Enfin, c'est pas que c'est pas bien tout ça, hein, mais ça ne suffit pas évidemment, hein, ni dans le no future. Enfin, il y a tout un tas d'attitudes qui sont déjà très contemporaines, qui sont que le futur, puisqu'on peut ni le connaître ni le fabriquer, autant vivre au présent, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre culture, tout ça. À mon avis, tout ça ne suffit pas, évidemment. Ça ne suffit pas du tout pour aborder le futur de manière pertinente, intelligente, etc. Alors, essayons de construire ce que peut être une prospective sur ces prémices. Donc, disons qu'il nous faut une prospective qui ne soit ni prétention de maîtrise, ni rejet, évidemment, du futur. J'appellerais ça toujours pour parler, je parle en formule un peu équilibrée, en yin et yang, si je peux dire. Nous avons besoin d'une prospective qui soit à la fois plus modeste et plus radicale. Hein, pour prendre la formule un peu contrastée. Plus modeste, entre guillemets, si on peut dire. Hein, c'est plus modeste, une façon de parler. Alors, cette modestie de la prospective, je la considère comme non pas du tout une renonciation ou une tristesse, non.
C'est pour ça que je la formule en termes positifs comme une prospective non prédictive. Voilà. Alors ça paraît une formule bizarre, mais voilà. Mais le non, alors on sait depuis non seulement Bachelard, mais par ailleurs, que en science, non n'est pas restrictif. Nous avons au moins le grand exemple des géométries non euclidiennes, qui bien entendu ne sont pas une triste résignation, mais au contraire. Donc le non est une ouverture. Donc la prospective non prédictive, c'est pas moins que la prospective, c'est tout à fait une prospective différente pour laquelle la prédictivité n'est plus une définition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une prospective non prédictive, positivement, si je peux dire, non prédictive? Bon, et alors je dis qu'elle est plus radicale parce que, au fond, nous avons besoin d'une prospective capable de penser les ruptures. Là aussi, ça paraît un peu curieux, puisque les ruptures, c'est ce qui ne se pense pas. Bon, alors voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà des premières approches de définition. C'est non prédictif. Alors je nuance, si je peux dire, pour atténuer le caractère trop paradoxal, en disant que c'est non prédictif en termes d'événements. Ne cherchons plus à prédire, à dire que telle chose se passera à telle date, à tel endroit. C'est ça le prédictif. Événement spatio-temporel. Renonçons, on peut toujours le faire quand c'est possible, hein, mais c'est pas ça qui va définir la prospective. C'est pour ça que dans mes propres travaux de prospective ou mes exercices de prospective, il n'y a jamais de date. Jamais de date. 2030, 2000, ça ne m'intéresse pas tout ça. Parce que ça, c'est du prédictif. Pas de date. Bon. C'est une façon, je parle en termes de style aussi, c'est très intéressant de distinguer. La prospective que je travaille, c'est une différence formelle et stylistique. C'est un genre différent. Dans mon genre de prospective, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de chiffres et il n'y a pas de date. Paraît curieux, hein. J'en parle en termes presque de style. Hein. Alors, donc, non prédictif en termes d'événements et capacité ou travail sur les ruptures, des ruptures conceptuelles. Voilà ce qui permet peut-être de rendre un peu moins énigmatique cette prospective. Alors, une façon de la définir à partir de là, en tout cas c'est le nom que je vais lui donner, ça sera une prospective conceptive, ou critique et conceptive. Hein. Je vais essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. En tout cas, ça veut dire un rapport au futur dans lequel la dimension de conception est centrale, avec aussi toute son ambiguïté. Qu'est-ce que c'est que concevoir un futur ouvert? Hein, ça a été déjà dit, ouvert, et je trouve ce mot très intéressant. Alors, encore une petite formulation. Donc, cette prospective n'a pas pour but de déterminer le futur, puisque précisément, c'est pas ça son objet. Donc, on pourrait dire en termes philosophiques, j'emprunte ce mot un peu à Anne-Françoise Schmid d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait dire que c'est une prospective dont le but est de sous-déterminer. Il faut sous-déterminer plutôt que déterminer le futur. Alors moi je dirais en termes moins philosophiques et plus spontanés, je ne sais pas, que la prospective aurait plutôt pour but de libérer le futur que de le déterminer. Parce que le futur n'est pas libre. Il faut ouvrir le futur parce qu'il n'est pas ouvert naturellement. Un futur ouvert, c'est pas donné, pas du tout. Précisément. Un travail de prospective, et encore une fois je dis que le mot prospective n'est pas forcément le meilleur, un travail de rapport au futur a pour perspective plutôt d'ouvrir un futur qui, lui, a tendance à être fermé. Si on ne s'en occupe pas du futur, il est fermé. Voilà. Alors, le libérer de quoi? Le libérer des modèles figés, c'est tout. Le libérer des langages inconsciemment figés. Il y a beaucoup de choses dont il faudrait libérer le futur. Alors, quelques mots en anglais pour aborder aussi les dimensions éthiques et philosophiques. En effet, c'est Hans Jonas, je pense, qui a introduit cette expression qui est très intéressante, cette formule, ce syntagme, les générations futures. Voilà une expression, une formule, un syntagme dans lequel le mot futur a commencé à devenir concret, si je peux dire. Il faut s'intéresser aux générations futures. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit, que devons-nous aux générations futures? Dans la perspective où je me place, ce que nous devons aux générations futures, ce n'est pas simplement de leur laisser une planète pas trop dégradée, ce qui est en général l'interprétation écologique standard. Bien sûr, c'est vrai, nous devons aux générations futures un futur. Enfin, un futur à elles, un futur que nous n'aurions pas déjà écrit nous-mêmes, en quelque sorte. Hein. Voilà ce que je considère personnellement comme étant l'éthique prospective. L'éthique prospective, enfin c'est une façon un peu simplette, ou en tout cas une entrée dans le sujet. Pour moi, une éthique prospective, c'est que nous devons aux générations futures un futur, un vrai futur, c'est tout simplement un futur ouvert qui n'est pas encore écrit. Que les générations futures puissent écrire leur propre futur. Alors parfois, j'ai une interprétation, une métaphore, disons. Qu'est-ce que ça veut dire
que léguer aux générations futures un futur. Au fond, il me semble que dans le domaine de l'éducation des enfants, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous devons à des enfants ? On leur doit d'être capables d'écrire leur propre futur. Simplement, la métaphore de l'éducation m'intéresse parce que laisser le futur ouvert, ce n'est pas une action passive, si je peux dire. Il faut beaucoup de choses. Il faut par exemple beaucoup d'éducation. On éduque des enfants, non pas pour les former, mais pour qu'ils soient libres. Bon. C'est presque un paradoxe. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire rendre libre ? C'est éduquer. Bon. L'éducation, ça sert à être libre. Bon. Eh bien, c'est une métaphore pour moi de ce que c'est que la prospective. Il faut beaucoup de travail pour que le futur soit ouvert. Beaucoup de travail. Mais pour qu'il soit ouvert. Ça a l'air paradoxal, mais au fond, la métaphore de l'éducation des enfants est assez simple, au fond. Alors, je dis ça en anglais parce qu'on peut aussi... je reviens à cette question de la conceptivité. Hein. Dans le domaine de la conception ou du design, ou de la conception en général, il y a une formule que je trouve intéressante, c'est le travail du design space. Voilà, l'espace des paramètres, parfois on dit. Bon. Eh bien, on pourrait formuler ça comme ça. La prospective a pour but d'ouvrir, open future, ouvrir le design space du futur. Alors, je continue, et là je me rapproche un peu plus. Puisque, je l'ai dit au début, mais ma façon de travailler, c'est de donner quelques éléments théoriques et en fait de compléter cette réflexion théorique par la pratique. Puisque c'est le chemin que j'ai suivi moi-même. Tout ça, c'est plutôt ce qui s'est dégagé de mon travail pratique dans le domaine des transports. Et donc, je vais continuer la réflexion théorique en utilisant un champ pratique. Alors, pour me rapprocher de ce champ pratique, je me donne déjà une définition peut-être un peu plus simple, au fond, ou plus opératoire de ce que c'est que la prospective. J'appelle ça parfois, parce que c'est assez facile à comprendre, au fond, la prospective, c'est l'étude des changements de paradigme, ou des ruptures conceptuelles. Qu'est-ce que c'est que le mot étude ? Le mot étude, j'aime bien ce mot-là d'ailleurs, hein, mais il faut lui donner un sens. Et pour moi, la notion d'étude des changements de paradigme, je l'entends toujours en deux termes, critique des paradigmes dominants et formulation des paradigmes émergents. Voilà, c'est toujours ces deux volets simultanés. On ne peut pas critiquer les paradigmes dominants sans formuler les paradigmes émergents, et réciproquement. Les deux vont en même temps. La critique et la formulation sont simultanées. Alors j'insiste sur le mot formulation. C'est pour ça que ça me rapproche d'une approche de la prospective qui sera, je dis parfois littéraire, c'est pas tellement ça. Je devrais dire poétique, ce serait encore, mais ce serait un peu trop métaphorique. C'est bien de la formulation. C'est pas du chiffre, c'est de la formulation. Alors ça peut emprunter des chiffres évidemment, mais c'est de la formulation. Donc les deux volets. Alors donc encore une formulation. La prospective, ça sera pour moi pratiquement, concrètement, de détecter, de nommer, de raconter des paradigmes shift, comme on dit en anglais. J'aime bien en anglais aussi parce que shift est pas mal, c'est intéressant. Au fond, ce qui nous intéresse, c'est le shift plus que le nouveau paradigme. On peut le formuler comme ça aussi. Hein. Il ne s'agit pas simplement de nommer, comprendre le nouveau paradigme ou le paradigme émergent, mais de sentir le shift, saisir le shift. C'est là que se passe l'énergie, en quelque sorte. Alors, delta P, pour faire semblant de faire des mathématiques, l'écart paradigmatique, qui est intéressant. Ce sont les écarts paradigmatiques. Alors, j'ai dit écart parce que on voit que ce n'est pas nécessairement une question temporelle au sens strict. Ce n'est pas nécessairement ancien et nouveau. Pas seulement ça. Ça peut être dominant et émergent. Ça peut être actuel et désirable. Ça peut être obsolète et fécond. On peut avoir un paradigme nouveau qui n'est pas fécond et un paradigme ancien qui n'est pas obsolète. Vous voyez, je mets toute la liste possible des significations du shift ou du delta. À mon avis, ce qui est le plus intéressant, c'est obsolète et fécond plutôt que ancien et nouveau, par exemple. Mais tout ça peut se croiser plus ou moins. Mais en un certain sens, ça montre que la prospective n'est pas nécessairement une affaire du futur au sens de ce qui vient après. Le futur, ce n'est pas ce qui vient après. Le concept de futur est tellement compliqué. En tout cas, il ne faut pas le voir simplement comme une espèce de déroulement. En ce sens-là, moi, j'ai l'habitude de distinguer le futur et l'avenir. Enfin, bon, mais beaucoup de gens utilisent différemment cette distinction. Comme on a la chance en français d'avoir ces deux mots, je trouve ça intéressant. Donc j'ai plutôt tendance à dire que le futur, c'est ce qui est ouvert, et l'avenir, c'est ce qui est plus ou moins le prolongement du présent. Mais il y a des gens qui pensent inverse, enfin, qui font le raisonnement inverse. Bon, c'est pas grave. Pour moi, futur est plus ouvert que l'avenir. Mais enfin, bon. Mais en tout cas, on voit bien que la notion de futur n'a rien de trivial, évidemment, et que cette approche peut s'en saisir. Alors, donc la prospective, si on continue dans cette voie-là, détecter, nommer, raconter, ça produit des récits, ça peut produire du récit.
un récit prospectif. Alors, ce récit prospectif, qu'est-ce que c'est? Enfin, j'ai dit un petit mot aussi sur ça. Il ne s'agit pas, lorsqu'on fait un récit prospectif, et je vais vous en tenir un, si vous voulez, sur la mobilité. Hein. Je vais vous faire un récit prospectif de la mobilité de demain, du futur de la mobilité. Très bien. Quel est le statut de ce récit? Je veux dire, est-ce que c'est un discours de vérité? Est-ce que je prétends vous dire la vérité du futur de la mobilité? Non. Évidemment, c'était très bien dit, il s'agit, c'est peut-être de la rhétorique, je ne sais pas, il s'agit de dire des choses pas fausses, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir une expérience pratique. Je peux parler du domaine de la mobilité, je m'autorise, parce qu'en effet, j'ai une connaissance réelle et approfondie et longue du domaine des transports et de la mobilité. Très bien, donc ça me permet d'éviter de dire des bêtises, des erreurs, des contre-vérités. Mais le discours de prospective, ou le récit prospectif, n'a pas pour vocation, n'a pas pour finalité d'être un discours de vérité. Je ne prétends pas dire la vérité unique et ultime sur le futur de la mobilité. Alors qu'est-ce que je prétends? Quel est l'intérêt d'un récit qui n'a pas pour but, ou pour définition, d'être la vérité du futur? À mon avis, l'intérêt d'un récit prospectif, c'est de fabriquer des mots. Des notions, des concepts, etc. Et des mots. Seulement, comment on fait pour fabriquer des mots? On fait du récit. La littérature, ça sert à fabriquer des mots. Bon, peut-être un peu vite dit comme définition de la littérature. Donc, mon récit n'est pas un récit prédictif, comme je l'ai déjà dit depuis le début. Qu'est-ce qu'un récit prospectif qui n'est pas prédictif? C'est un récit dont la finalité est de forger des ressources linguistiques et conceptuelles. C'est à ça que ça sert. Et non pas à dire voilà la vérité. Forger des ressources linguistiques et conceptuelles qui permettront à d'autres d'écrire leur propre récit aussi. Je finis avec ces quelques réflexions. Des récits, c'est donc un récit, ou des récits dans lesquels les ressources linguistiques, disons les mots, pour simplifier, c'est pas que les mots, mais disons les mots comptent autant que la narration, que l'intrigue, qui les porte. On a besoin de la narration, bien sûr, mais cette narration, les mots qu'elle porte sont aussi intéressants, importants, enrichissants que le contenu fictif, si je peux dire, la fiction. C'est pas de la fiction pour moi, pas du tout. Hein. Je ne considère pas que la prospective, c'est de la fiction, pas du tout. C'est un récit prospectif. Alors, au fond, c'est pour ça que pour moi, l'analogie la plus intéressante, ce serait celle de la poésie, ou du poétique au sens large. Le poétique est un discours dans lequel la matérialité, si on peut dire, ou les mots, sont aussi intéressants que le contenu narratif. L'importance du dire. Alors ça me permet de finir cette première entrée par une invention verbale un peu bizarroïde, enfin, je ne sais pas si vous la goûterez. La prospective, il s'agit de sortir à la fois du prédictif, parce que c'est ce que je dis depuis le début, on n'est pas là pour essayer de faire de la prédiction, c'est pas intéressant. C'est pas possible et c'est pas intéressant. Donc sortir de la prédiction, et la prospective, ça ne suffit pas comme notion aussi, donc je me suis amusé à inventer ce mot. D'abord en soulignant que le futur ne peut pas être prédit, mais il peut être dit. C'est pas pareil, hein. Dire et prédire, c'est pas pareil. On peut dire le futur. On ne peut pas le prédire. C'est pas intéressant de le prédire, mais on peut le dire. On doit le dire. Nous devons dire le futur. Alors c'est pour ça que je me suis amusé à faire ça. Alors, c'est peut-être la prospective, c'est peut-être qui m'intéresserait, c'est plus de la productive. Enfin, puisqu'après tout, prospective est un adjectif substantivé. Eh bien, pourquoi pas productive? Bon, voilà, c'est un petit jeu à moi. Mais on peut dire devant, pro. Voilà. Ce sera l'exercice de prospective tel que je le pratique. Je ne vais pas m'amuser à dire que je fais de la productive, ce serait un peu trop bizarroïde. Donc je continue à utiliser le mot prospective, mais je pense assez différemment. Il s'agit de dire. Et quand on rentre dans cette, qui n'est pas une métaphore cette fois seulement, mais dans le dire, qu'est-ce que dire le futur? On voit qu'il y a beaucoup de ressources du dire. Il y a des métaphores, par exemple, qui sont évidemment très intéressantes. Tout un tas de ressources poétiques, de ressources langagières, qui vont nous permettre de faire de la prospective. Je dis, la métaphore m'intéresse beaucoup, beaucoup de titres, et d'abord parce que mon domaine privilégié qui est le transport, comme vous savez, le transport, étymologiquement parlant, c'est la métaphore. Je raconte ça dans un de mes passages de texte. Un jour où j'étais en Grèce et où j'ai vu passer devant moi un véhicule de livraison qui était inscrit « Métaphora », j'ai eu une illumination, si je peux dire. Métaphora. J'ai pensé un instant que c'était un livreur de métaphores.
J'ai adoré ça. Évidemment, il livrait. Bon. Donc, non mais, alors, si je pense à... le transport a une puissance métaphorique. Lui-même, bon, et en même temps, lui, si on veut penser le futur, il faut utiliser la puissance métaphorique. Bon. Alors, je vais te plonger dans les transports. Voilà. Avant, comme encore un dernier mot sur qu'est-ce que ça veut dire les shifts et les ruptures. Au moins dans le monde des ingénieurs, j'aime utiliser quelques exemples les plus simples, enfin pas les plus simples, mais les plus frappants de qu'est-ce que c'est qu'une rupture conceptuelle. On a tous dans la poche une rupture conceptuelle, si je peux dire, à savoir un iPhone. L'iPhone est une rupture conceptuelle extraordinaire. Alors c'est une rupture conceptuelle parce que tout simplement, on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Voilà. On ne sait pas ce que c'est qu'un smartphone. On ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on peut dire du smartphone, c'est que ce n'est pas un téléphone. Et d'ailleurs, très important de le comprendre. Hein. Ceux qui croient, ou ceux qui croyaient que le smartphone était un téléphone, c'est Nokia. Enfin bon, pour être un peu simplificateur. Hein. Un smartphone n'est pas un téléphone amélioré, n'est pas un téléphone innovant, n'est pas un téléphone excellent. Il n'y a rien de tout ça. Ça n'est pas un téléphone. Bon, c'est très très difficile à comprendre. Hein. Seul Steve Jobs, je dis Steve Jobs pour faire de la mythologie, mais enfin, seul Apple, qui n'était pas un téléphoniste, avait compris qu'il ne s'agissait pas de faire des téléphones, mais autre chose qui n'a même pas de nom. Smartphone, c'est pas un nom. Enfin, ça ne veut rien dire, smartphone. Smartphone, ça ne veut rien dire. Parce que phone, ce n'est pas la fonction du smartphone. On sait aujourd'hui que c'est, je ne sais plus combien, c'est 20% de l'usage des smartphones, c'est téléphoner. Donc, phone, c'est plus pertinent. Smart, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Donc, voilà un objet pour lequel nous n'avons pas de concept. Nous n'avons pas de concept pour cet objet. C'est stupéfiant. Il n'y a pas de concept. Comment le nommer? À mon avis, il y a un déficit prospectif, là. Tant que Steve Jobs était là, si je peux dire, ça pouvait aller. Maintenant, il faudrait pouvoir nommer. Bon. Alors, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui de choses qui n'ont pas de nom. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que ceci n'est pas. Donc, évidemment, c'est la pipe de Magritte qui est un bon illustration. Ceci n'est pas. Nous en sommes là. C'est la crise, ou la crise des identités des objets, comme dit Armand Actuel et nos collègues de l'École des Mines. Il y a une crise large de l'identité des objets, des concepts, etc. On ne sait même pas ce que c'est qu'un humain, évidemment. Enfin, c'est en train de devenir, ça. Qu'est-ce qu'un humain? Puisque le robot est là, etc. Bon. Alors, maintenant, je vais plonger dans le transport, et je vais tout de suite illustrer par un petit exemple relativement simple, même très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exercice prospectif qui est de détecter, de formuler des bouleversements paradigmatiques, de nommer des concepts porteurs, des concepts émergents. Enfin, il y a beaucoup de mots qui sont plus ou moins synonymes. Alors, je vais en prendre un vraiment quotidien. Voilà une innovation qui n'est pas très vieille, puisqu'à Paris, je parle du Vélib. Le Vélib est apparu en 2007 à Paris. C'est pas très vieux, hein, même pas 10 ans. Il s'est répandu dans la planète entière. New York, enfin partout. Il y a partout des Vélib. Il faut toujours rendre justice aux Lyonnais. Il y a toujours des Lyonnais dans une salle. Et c'est Lyon qui a inventé le Vélib, pas Paris, attention. Hein. Très important. C'est en 2005 à Lyon, 2007 à Paris. Alors pourquoi il m'intéresse? Le Vélib m'intéresse beaucoup parce que c'est un objet conceptuel non identifié. Alors, comme souvent, lorsqu'on a affaire à du neuf, on lui donne un vieux nom. On n'a pas le choix, puisqu'on n'a que des vieux noms. Donc, le Vélib, si vous demandez qu'est-ce que c'est, on vous répond en général, c'est un vélo en libre service. Voilà, c'est réglé. C'est un vélo en libre service. Bon. Vélo en libre service. Le libre service, c'est un concept ancien. Très bien. Si vous dites vélo en libre service, vous utilisez un vocabulaire périmé pour nommer une chose neuve. Ce faisant, vous ratez la nouveauté. Voilà, c'est tout. En disant vélo en libre service, vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il y a de neuf dans Vélib. Qu'est-ce qu'il y a de radicalement neuf, de conceptuellement neuf. Alors, pour essayer d'attraper ça, je vais fabriquer parce que justement, ces concepts neufs n'ont pas de nom. Tant qu'ils n'ont pas de nom, ils sont insaisissables, ils sont impensables. Donc, pour penser Vélib, j'ai inventé un mot vraiment pas joli, un sigle vraiment pas spécialement, mais intéressant par son côté bizarre ou contradictoire. TPI, voilà. C'est un transport public individuel. Le seul intérêt de cette expression, c'est qu'elle est normalement impossible. Si vous croyez qu'il y a du transport public et du transport individuel, alors un TPI, ça ne veut rien dire. Voilà. Puisque c'est une partition. Bon. Or, ce qui est amusant, c'est que Vélib est à la fois public individuel, ni public ni individuel, etc. etc. Voilà. C'est un TPI. Tant que vous n'avez pas ce concept, cette notion, cette idée d'un truc
qui transgresse la frontière spécifique, je parle comme les biologistes, entre l'espèce transport public et l'espèce transport individuel, vous ne pouvez pas penser la nouveauté de Vélib. Ce qui est porteur, et qui est très porteur, puisque précisément, maintenant, il y a Autolib, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, je peux dire avec une certaine facilité même, que l'avenir des transports, c'est le TPI. En tout cas, que ce concept de TPI est très porteur. On en a des quantités d'exemples. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est même pas nouveau. Parce que le covoiturage, qui n'a rien de nouveau, c'est du TPI, évidemment. Évidemment. Alors, à quoi ça sert de faire cet exercice? Là, je le prends ici comme un exemple, hein, de dire, c'est quoi un concept émergent? Bon, d'abord, je ressouligne que TPI est un concept impensable. Ça ne veut rien dire. C'est un oxymore. Ça ne veut rien dire. Tant que vous croyez, et en général, on le croit, que d'un côté, il y a les transports publics, les bus, les métros, etc., et d'un autre côté, les transports individuels, tant que vous croyez que ce sont deux catégories étanches, TPI est un impensable et un impensé. Ça ne veut rien dire. Et ça continue, puisque beaucoup de villes continuent à dire, de politique publique, continuent à dire, notre politique de transport, c'est de favoriser le transport public. C'est ce que disent les écologistes, c'est tout à fait bête. Enfin, je dis que c'est bête. Quand j'ai appartenu à la RATP, c'est gentil, enfin, c'est gentil au sens, c'est plein de bonne volonté de dire, nous allons favoriser le transport public. C'est plein de bonne volonté. Sauf que c'est un concept caduc. Vouloir faire des politiques futures avec des concepts caducs, c'est très gênant. Même si c'est plein de bonne volonté. Je suis en train de dire simplement que le transport public n'est plus un concept pertinent. Le transport individuel non plus. En tout cas pertinent. En tout cas suffisant. Si j'avais un conseil donné aux faiseurs de politique publique, je dirais faites une politique de TPI. Enfin, quelque chose comme ça. Hein. Alors, et en effet, je dis toujours que la prospective, il y a le côté critique et le côté conceptif. Le côté critique, c'est qu'en effet, je viens de le faire, TP et TI sont des concepts dépassés. C'est pas négligeable de dire ça. En général, c'est inaudible. Si je dis ça à la RATP dont je viens, c'est tout à fait inaudible. Les gens continuent à dire le transport public, comment on va faire évoluer le transport public, l'améliorer, etc., etc. La question n'est plus là. En tout cas, ça ne suffit plus. Bon, voilà, j'espère qu'avec cet exemple-là, je vous montre de manière tout à fait concrète qu'est-ce que ça veut dire de faire de la prospective. Pour moi, faire dégager des concepts à partir d'ailleurs de faits qui sont parfois anciens. Non seulement Vélib n'est pas nouveau, mais le covoiturage est très ancien. Donc on peut s'appuyer sur des faits extrêmement concrets et anciens et fabriquer des concepts qui n'existent pas. Et ces concepts-là, on peut commencer à observer leur pertinence. Alors je vais élargir le propos en vous proposant, sans aller trop loin dans le détail, la réflexion prospective que je mène depuis assez longtemps sur les transports. Et en disant que, de manière très globale, le champ, le secteur, le domaine des transports est en train de traverser un changement paradigmatique complet, global et complet. Comme vous avez noté, pour moi, faire la prospective, c'est toujours donner des noms. C'est très important de donner des noms. Alors je dis que ce changement de paradigme, c'est passer du transport à la mobilité. Et quand je dis ça, je sous-entends que mobilité est un mot qui n'est pas du tout synonyme de transport. C'est un mot qui s'est imposé depuis à peine 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus aucun gouvernement ou ville qui dit qu'elle va faire du transport. Non, tout le monde a des politiques de mobilité. Seulement, en général, on trouve que le mot mobilité est plus moderne, plus ouvert, plus intéressant que transport. Ce qui ne suffit pas. La mobilité, c'est un paradigme complètement différent. Ça n'a rien à voir, si je peux dire. De même qu'un smartphone, ça n'a rien à voir avec un téléphone. Absolument rien. Ni sur le plan technique, ni sur le plan sociologique, ni sur le plan économique. Rien. De même, la mobilité, ça n'a rien à voir avec le transport. C'est ça un changement de paradigme. Alors, c'est une mutation à la fois des usages, des outils, des acteurs. Je ne vais pas développer tout ça, mais une petite formule très simple. Quand on fait de la prospective, parfois, la rue offre beaucoup de ressources. C'est la photographie d'une enseigne d'un marchand de téléphone. Voilà. Vivre Mobile, vous avez dû la voir peut-être. SFR l'a racheté il y a quelques années. C'est une enseigne d'un commerçant, d'une chaîne en fait, qui vend des téléphones mobiles. D'ailleurs, comme par hasard, le mobile, bien entendu, c'est le téléphone qu'il a. Vivre Mobile, c'est très joli. Vivre Mobile. Vous avez en 2 mots l'énoncé du paradigme. Vivre Mobile, c'est très clair. Ça montre que ce n'est pas le transport. Le transport, c'est 1 heure par jour, en moyenne, en France. Même pas. 2 heures pour ceux qui n'ont pas de chance, en moyenne par jour. La mobilité, c'est la vie. Bon, c'est ce que dit la formule. Formule très simple. Et je pense que, voilà, on a déjà, vous voyez, c'est intéressant même en termes de méthode. Hein. Ça se passe par formule aussi, par mots. Et ces mots sont parfois ceux du marketing. Pourquoi pas?
On pourrait aussi aborder ce changement de paradigme en observant en effet les changements symboliques au niveau des outils. Les outils sont des symboles, bien sûr. Donc les outils symboliques, emblématiques de l'ancienne mobilité, le transport, c'était l'automobile, l'avion et le train. Voilà. Mais ça, c'est terminé. L'automobile n'est plus l'emblème de la mobilité. C'est réglé. L'automobile a perdu la bataille symbolique, c'est réglé. L'avion aussi. Plus personne ne veut faire partie de la jet set. C'est ringard, c'est terminé. En termes symboliques, c'est fini. En termes symboliques, c'est bien entendu l'iPhone et compagnie. Le vélo, c'est très curieux. Le vélo est devenu un emblème de modernité. Vous ne pouvez plus être une ville moderne sans avoir des vélos. Hein. Et puis les bonnes chaussures. Bon. Alors, voilà, je vais accélérer un peu pour cibler sur les parties les plus... Là où le changement de paradigme est le plus brutal. Bon, le corps, bien entendu. Il faut avoir un corps quand même pour mettre un iPhone dessus. Alors, l'énoncé du paradigme, ça pourrait être... Excusez-moi. La personne mobile qui mène une vie mobile dans un univers mobile. Voilà, on va voir qu'est-ce que tout ça veut dire. Alors, oui, mais ça c'est mes livres, enfin. J'ai travaillé beaucoup sur le sujet, en particulier dans un premier livre qui s'appelait Homo mobilis, où j'essayais de présenter justement ce paradigme global de la mobilité, avec la prétention un peu exagérée de lui donner un statut presque anthropologique, disons. Et puis mon dernier qui s'appelle Ars mobilis, où j'essaie d'aborder la question de la mobilité par l'art. Alors, premier élément pour montrer la brutalité, ou du moins la radicalité de ce changement paradigmatique, c'est que ça change notre notion de l'espace et du temps. Bon, alors ça a l'air un peu gros, mais après tout, rappelons-nous que la montre l'a déjà fait. La montre a été un changement de l'espace-temps. D'ailleurs, certains chercheurs, dont Armantuel, disent que la montre, c'était le premier iPhone, quoi. Ça a été le premier iPhone, et ça a eu des conséquences presque aussi importantes que l'iPhone, peut-être même plus, en termes technologiques, sociologiques, etc. On ne pouvait pas prendre de rendez-vous avant la montre, quoi. Hein. Bon, c'est extraordinaire, un monde où il n'y a pas de rendez-vous. Bon. Alors, ça change notre représentation de l'espace et du temps, parce qu'au fond, alors si je raisonne encore en termes un peu caricaturaux, hein, ancien paradigme, nouveau paradigme, etc., c'est un peu des simplifications, mais enfin. Alors, l'ancien paradigme, non pas du transport, hein, parce que le transport, ça ne veut rien dire, hein. Le transport, c'est lié à la ville. C'est lié à l'organisation spatio-temporelle de la société. C'est ça le transport. C'est lié directement à ça. Alors nous passons d'un paradigme de ce que j'appelle un peu brutalement la vie postée, comme on dit le travail posté. Nous avions l'habitude de raisonner dans un paradigme de la vie postée, c'est-à-dire, tout bêtement, les choses de la vie se font quelque part. Ma formule est vraiment banale. Les choses de la vie se font quelque part. On travaille au bureau, à l'usine, on étudie à l'école, on va au cinéma même, etc., etc. Les choses de la vie se font quelque part, dans des lieux fixes et affectés. Ils sont fixes fonctionnellement et géographiquement, et symboliquement. 3 fixations. Eh bien, on passe à la vie en mobilité. Et ça change complètement notre notion d'espace et de temps. Alors, le temps, bon, c'est devenu extrêmement trivial. Plus personne ne considère qu'une heure de TGV, c'est du temps perdu. Au contraire, c'est merveilleux, une heure de TGV. Merveilleux. Comme temps gagné, je veux dire, comme temps utile. Bon, alors, tout ça, c'est très important, c'est la banale, tout ça, mais dans le paradigme standard, le temps de transport est un temps perdu, fondamentalement perdu. C'est ça le transport. Le transport, c'est un raisonnement dans lequel le temps de transport est un temps perdu. C'est pour ça que la valeur dominante du transport, c'est la vitesse. Puisqu'il est perdu, il faut le raccourcir. Bon, c'est simple, c'est clair, net. Le temps est un temps perdu. D'ailleurs, les économistes ont une formule, c'est une bête noire amusante, les économistes. Hein. Les économistes ont une formule que je trouve tellement révélatrice. Ils disent, le transport, tout le monde sait que c'est un mal nécessaire. L'expression de mal nécessaire, elle est belle aussi. Hein. Le transport est un mal nécessaire. Ce qui veut dire que l'idéal, c'est un monde sans transport. Voilà. Où tout serait instantané. C'est l'idéal du transport, ça. Hein. Comme il ne peut pas le réaliser entièrement, donc on a le TGV, si je peux dire, hein, ou toute la vitesse. Alors, nous sommes pas... Voilà. Alors, deuxième exemple que j'aime encore mieux, si je peux dire, qui montre les changements paradigmatiques. Hein. Maintenant, quand je prends le bus, je sais que le prochain bus arrivera dans 3 minutes, ou dans 5, ou dans 25. Je le sais. Vous le savez. Je sais dans combien de temps viendra le prochain autobus. Quelles conséquences ?
Eh bien, la conséquence, à mon avis, c'est que le concept de temps d'attente a disparu. Il n'y a plus d'attente. Ce n'est pas de l'attente. J'aime bien citer le roman de Boris Vian, L'automne à Pékin, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une petite scène très amusante dans L'automne à Pékin où le gars attend un autobus à l'arrêt et puis il commence à s'impatienter. Il dit, bon, plutôt que de rien faire, je vais marcher jusqu'à l'arrêt suivant. Au moins, je vais me dégourdir les jambes. Il marche à l'arrêt suivant et évidemment, le bus passe entre les deux. Et il arrive à l'arrêt suivant et il se dit, merde, je ne vais pas encore attendre. Il remarche et évidemment, ça se répète. Ça, c'est intéressant comme situation. C'est l'aliénation. C'est l'aliénation. Attendre un bus sans savoir quand est-ce qu'il va venir, c'est de l'aliénation. C'est terrible. Pourquoi l'aliénation? Parce que je ne peux prendre aucune décision intelligente. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis scotché. Le fait de savoir nous désaliène. Il doit y avoir des particularités. Nous passons du temps d'attente. Alors, comme je dis toujours, il faut nommer. Il ne suffit pas de critiquer. Je dis le temps d'attente disparaît. Très important parce que le temps d'attente, c'est consubstantiel au transport public. Ce qui différencie le transport public et le transport individuel, c'est que ma voiture m'attend tandis que moi j'attends le bus. C'est consubstantiel. Hein. Le temps d'attente disparaît. Au profit de quoi? Au profit de ce que j'appellerais le temps de transition. Voilà, on passe à temps à transition. La transition, ça fait partie de la mobilité. Le temps d'attente est hors mobilité. Et je vais même plus loin. Je dis aujourd'hui, attendre le bus à l'arrêt ou prendre le bus, c'est pareil. Au fond, quand vous êtes dans un bus, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez d'être arrivé. N'est-ce pas? Il n'y a plus de différence entre mobile et immobile. C'est ça le truc. Il n'y a plus de différence entre mobile et immobile. Attendre le bus à l'arrêt, c'est presque pareil qu'être dans le bus et attendre qu'on est. Alors, il y a une idée qui parmi mes petites idées un peu folles de temps en temps, je me dis qu'il ne s'agit plus simplement de gagner du temps, ni même de remplir, parce qu'aujourd'hui on passe, disons, de gagner du temps, la vitesse, à remplir le temps. Faire qu'ils ne soient pas perdus, travailler dans les trains, etc. À mon avis, la perspective intéressante, prospective au sens où ouverte sur de l'inconnu, c'est qu'on va créer du temps. Voilà. Je me dis que cette idée-là, que... Alors, il y a une expression moi, qui m'agace terriblement. C'est que la journée n'a que 24 heures. On entend ça souvent, hein. La journée n'a que 24 heures. Voilà. C'est notre fatalité. Fatalité, oh, voilà. Armut Rosa en parle abondamment. Voilà. Pourquoi il y a de l'accélération? Parce que la journée n'a que 24 heures. De plus en plus de choses dans 24 heures. Bon. Pourquoi est-ce que la journée a 24 heures? Enfin, la journée à 24 heures, c'est un paradigme, si je peux dire. Un paradigme en voie d'obsolescence. La journée de demain n'aura pas 24 heures. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Alors je m'appuie sur j'attrape pas des exemples, mais La première qui m'a fait penser à ça, c'est la lecture que j'avais faite un jour de cette phrase que j'aime beaucoup de César Pavese, l'auteur italien, romancier, c'est dans son journal, ça. J'aime beaucoup cette phrase. L'oisiveté fait les heures lentes et les années rapides. C'est beau, ça. C'est-à-dire, l'activité influe sur le temps. Alors que dans notre représentation habituelle, le temps, c'est une substance. Et les activités, ça prend du temps. Voilà. Eh bien, les activités transforment le temps. Voilà. Pavese l'a dit à sa façon. L'IRCAM, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, je n'ai même pas lu le bouquin pour l'instant, mais l'IRCAM dit, cette réflexion sur la musique, et on peut le comprendre un peu intuitivement, hein, que la musique transforme le temps dans lequel nous vivons. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'exemples possibles de la rétroactivité de l'activité sur le temps, qui n'en reste pas cette formule d'ingénieur, si je peux dire, où c'est un input, un consommable, si je peux dire. Voilà. Le temps, c'est un consommable, comme on dit. Eh bien, il faut sans doute commencer à réfléchir tout à fait autrement sur le temps. Je ne peux pas en parler davantage pour l'instant, mais en effet, il y a quelques travaux de mathématiciens qui commencent, à mon avis, à travailler là-dessus, sur la création de temps. Et à mon avis, alors là, je parle en termes économiques, industriels, les prochains producteurs de services, ce ne sera pas pour gagner du temps, mais pour fabriquer du temps.
Je veux acheter 5 minutes. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais... Le rapport au temps. Vous voyez, on a déjà commencé depuis un moment à changer ce rapport au temps. Et à mon avis, la perspective la plus radicale, ce serait, qu'est-ce que ça veut dire? Fabriquer du temps. Et sortir de cette fatalité, de cette condamnation aux 24 heures. Alors, le rapport au lieu est tout aussi bouleversé que le temps. Alors, pour le dire encore en termes d'ancien et nouveau paradigme. Merci pour les bonbons, ils ont l'air assez efficaces. Dans l'ancien paradigme, les lieux précèdent le mouvement. Dans le nouveau paradigme, le mouvement précède les lieux. Bon, alors, pourquoi? Parce que dans le paradigme standard, le transport, en général, on appelle ça le déplacement. D'ailleurs, le mot un peu synonyme, c'est déplacement. Déplacement, ça veut simplement dire qu'il s'agit d'aller de A à B. Voilà. Le transport, c'est comment aller de A à B, le plus vite, le mieux, le moins cher, tout ce qu'on voudra, mais aller de A à B. Déplacement. Donc, les A et B précèdent le mouvement. Dans le nouveau paradigme, pour prendre un peu... C'est un raisonnement un peu simple, hein, pour faire des espèces de symétrie. Dans le nouveau paradigme, je suis en mouvement. Je suis un être de mouvement. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, ouais, c'est substantiel. Ce n'est pas accidentel. Hein, je ne sais pas si Aristote serait d'accord avec moi. Bon, je ne suis pas un être statique qui soit accidentellement en mouvement, je suis un être essentiellement de mouvement qui est accidentellement arrêté. Le lieu, c'est l'arrêt du mouvement. Bon. Ça a l'air un peu abstrait, mais il y a beaucoup de traductions de ça. Beaucoup de traductions de ça. Alors je continue un peu encore. Le rendez-vous dont j'ai déjà parlé. Le rendez-vous dynamique devient le paradigme dominant. Alors, je mets cette petite image parce qu'elle m'a toujours fasciné, moi, depuis que je suis jeune. Le ravitaillement en vol, ça m'a toujours paru une merveille. On n'est pas obligé de s'arrêter pour remplir le réservoir de l'avion. C'est extraordinaire quand même. Bon. Ravitaillement en vol. Un rendez-vous sans lieu fixe. Normalement, un rendez-vous, c'est un lieu fixe. Un rendez-vous ici. Là, vous avez une des métaphores. Ce n'est pas une métaphore, c'est une image puissante du rendez-vous sans lieu fixe. Alors, tout ça est en train de devenir banal. Je peux donner rendez-vous à un ami, évidemment avec le smartphone, hein, le téléphone mobile, hein, sans fixer le lieu. Rendez-vous à la Bastille, bon, et puis on verra. Ou même rendez-vous à Paris. Et puis on va s'approcher. Le lieu, c'est la rencontre progressive de deux trajectoires qui n'ont pas décidé à l'avance. Où est-ce qu'elles se rencontreraient? Le lieu, c'est là où les trajectoires se croisent. Le téléphone portable fait ça tous les jours. Nous n'avons plus besoin, c'est extraordinaire, il y a encore 15 ans, quand vous voulez donner rendez-vous à quelqu'un, il fallait dire le lieu exact. Maintenant, non. Vous voyez, cette expérience banale nous montre le changement complet de la notion de lieu, tout simplement. Alors, parmi mes références personnelles, il y a souvent les écrivains. Jules Verne, évidemment, père des prospectivistes. Dans 20 milieux sous les mers, vous vous en souvenez peut-être, il y a le capitaine Nemo et le Nautilus. La devise du capitaine Nemo et du Nautilus, c'est « mobilis in mobile ». Je ne connais pas le latin spécialement, mais j'en sais assez pour comprendre ça. « Mobilis in mobile », c'est « mobile dans le fluide ». C'est ça le sous-marin. Cette formule est magnifique. C'est ça la mobilité contemporaine. Ce n'est pas mobile, c'est mobile au carré. Je suis mobile sur un socle qui lui-même bouge. Et pour reprendre ma formulation AB, dans le transport, je vais de A à B, dans la mobilité. Je vais encore de A à B parfois, seulement B bouge pendant que j'y vais. Plus personne n'est à B. Les gens ne sont plus à leur poste. Comprenez cette formule. Le mot poste est très intéressant d'ailleurs. Hein. Poste, avant, qu'est-ce que veut dire un poste? Ça veut dire un poste téléphonique, un poste fonctionnel dans une organisation et un bureau. Mot poste très, très riche. Hein. Les gens sont plus... Si vous voulez téléphoner à quelqu'un, avant, il y a 15 ans, c'est pas vieux quand même, il y a 20 ans, quand vous téléphoniez à quelqu'un, vous saviez où il était. Il était au bout du fil. Au sens propre. Il était au bout du fil, donc je savais où il était. Il était à son poste, au sens téléphonique, au sens fonctionnel, au sens géographique. Il était à son poste. Je lui téléphonais. Maintenant, évidemment, je téléphone sur le mobile, c'est la seule chance que j'ai de l'attraper, et je lui dis, où es-tu? Parce qu'évidemment, je ne sais pas où il est. Avant, je savais, il était au bout du fil. Bon, vous voyez, le changement complet de rapport au lieu. Mobilis immobilier. Alors, ça m'amène d'ailleurs parfois à dire que, grâce à Jules Verne et à Mobilis immobilier, je comprends le paradigme ancien. Mais c'est toujours très, très compliqué de comprendre les paradigmes anciens. C'est les paradigmes dans lesquels nous vivons.
puisque ce sont nos évidences. Donc le paradigme ancien ou actuel, si je fais du latin, de cuisine, je dirais que c'est mobilis instabile. Voilà, c'était ça le transport. C'était ça. Ça aura été ça. Mobilis instabile. Je bouge dans un monde stable. Le nouveau paradigme, c'est que je bouge dans un monde instable. Alors, j'ai cherché des métaphores toujours. Une métaphore magnifique. C'est le surf, évidemment. Le surf, c'est mobilis immobile. Voilà. C'est exactement ça. Je bouge sur du mobile, la vague. C'est le génie. La mobilité contemporaine a pour métaphore le surf. Et déroncé qu'on dit on surfe sur Internet. C'est curieux d'ailleurs ce que ce mot est. On fait du couchsurfing, paraît-il. Moi, je ne fais pas ça, mais enfin. Voilà, on fait du surf urbain. Enfin bon, le surfing est devenu la métaphore, même pas la métaphore, hein, la pratique de la mobilité contemporaine. C'est mobilis immobile, revisité par Hawaï et revenu sur Internet. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce rapport au territoire qui est surfant. Une des choses qui m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport du mouvement à l'espace et au territoire en général. Et il y a quelques années, j'avais fabriqué ce concept de l'adhérence, qui était très important pour moi, pour justement qualifier positivement le rapport d'un mouvement à un territoire. Dans le paradigme du transport, l'idéal de la vitesse, c'est qu'il n'y ait pas de rapport avec le territoire. C'est, au fond, tout rapport au territoire, dans le paradigme standard de l'autoroute et du métro, si vous voulez, hein, qui sont un peu les figures les plus achevées. Dans ce paradigme-là, le rapport au territoire est un frottement, c'est-à-dire une perte de rendement. Voilà. Eh bien, j'ai trouvé à un moment donné l'intérêt de prendre le frottement au sens positif. Ça s'appelle l'adhérence. L'adhérence est une qualité positive du mouvement. Alors, ce qui m'amène parfois maintenant, au moins pour jouer un peu, pour le plaisir, encore des mots, de dire qu'on passe du paradigme du transport comme traversée des territoires. Les deux métaphores les plus fortes étant en effet le subway, underground, le métro, et le rail d'ailleurs, qui traverse sans éprouver, en quelque sorte, la matérialité du territoire, la matérialité sociale même, ou symbolique. Eh bien, nous passons d'un paradigme transport traversant à une mobilité caressante. Voilà. La mobilité, ça consiste à caresser le territoire. C'est plus joli. La mobilité aime le territoire qu'elle traverse. Elle ne le traverse pas. Elle surfe, elle caresse. C'est, comme disait McLuhan, un massage. C'est sa formule, vous vous rappelez. Message is massage, très bien. La mobilité est un massage territorial. Et comme il se doit, le masseur est massé en même temps. Hein. Nous sommes massés par le mouvement qui masse le territoire. Voilà une autre métaphore beaucoup plus intéressante de la mobilité contemporaine, qui n'est pas celle de passer sans frottement. D'ailleurs, dans mes joutes, si je peux dire, intellectuelles et terminologiques, j'ai eu beaucoup de débats avec certains de mes collègues sur le sans contact. Alors ça, le sans contact, c'est un de mes grands batailles, si je peux dire. Hein. Parce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour qualifier les trucs, les instruments de paiement et de validation. On ne met plus le ticket dans la fente. On a inventé le pass sans contact. Mais alors, quelle catastrophe terminologique. Pourquoi gaspiller un mot aussi merveilleux que contact pour en faire un mot négatif? Pour faire de sans contact quelque chose de positif. Au fond. Le sans contact est devenu un attribut positif. Enfin, c'est un scandale. Alors je disais à mes collègues, mais appelez ça un pass sans frottement, si vous voulez. Mais pas sans contact. Le contact, il n'y a rien de mieux. Enfin, en tout cas, c'est une valeur positive. Mais vous voyez, quand on est dans le paradigme du transport, on prend le contact comme quelque chose de négatif. C'est logique. Si vous êtes dans le paradigme du transport, le contact, c'est de la perte d'efficacité. Dans le paradigme de la mobilité, c'est l'inverse. Le contact, c'est du gain. Vous voyez, le changement paradigmatique se voit très profondément. Moi, c'était pour moi vraiment une bataille. Le sans contact, je trouvais ça scandaleux de dégrader ce beau mot de contact pour en faire une valeur. Alors, je vais passer rapidement quand même. Donc, il y a beaucoup d'aspects en quoi donc le rapport au territoire, les lieux deviennent autre chose. Hein. Les lieux de la ville contemporaine, c'est les stations, au sens large. Hein. Les stations, au sens très large du terme, les arrêts, etc. D'ailleurs, là aussi, il y a des batailles terminologiques. Moi, je suis contre le mot arrêt. Arrêt de bus. Parce que arrêt, c'est affreux. Enfin, être aux arrêts, quoi. Mais c'est négatif, le mot arrêt. Rien que ce mot-là, déjà, vous laisse entendre que ce qui est bien, c'est le mouvement, c'est de rouler. S'arrêter, c'est pas bien, en quelque sorte. Hein. Le mot arrêt, donc je me suis battu, mais évidemment sans succès, j'ai cherché un mot, parce que je trouve qu'il ne faut jamais critiquer sans proposer des mots.
Alors j'ai cherché un mot qui serait mieux que arrêt. C'est difficile. Hein. Alors il y a station. Mais station, c'est statique, étymologiquement parlant. Donc ça ne va pas non plus très bien. Hein. Alors j'ai proposé à certains de mes collègues, mais ils ne m'ont pas écouté bien sûr, d'appeler ça des tremplins. Oui, ce tremplin au moins, c'est... Je vais à l'arrêt de bus pour bondir en quelque sorte, hein, n'est-ce pas? Donc tremplin, ce serait pas mal. Donc si j'avais la possibilité, je ferais une politique de tremplin de bus plutôt que d'arrêt de bus, quoi. Bon. Mais voyez les mots. Les mots parlent terriblement. Le mot arrêt, il est affreux. Enfin, il est affreux, n'exagérons rien, mais... Bon, voilà, donc il y a toutes sortes de stations de la mobilité urbaine. J'aime bien, je ne sais pas si vous la voyez, les tables de café parisiens, pas seulement parisiens, mais les tables, nos belles tables de café avec un trépied. Parfois, il y a des publicités. À un moment donné, il y avait une publicité qui était, vous ne le voyez pas d'ici, mais c'était le café, une pause au cœur de la mobilité. C'est joli, ça. Le café fait partie de la mobilité, évidemment. Voilà, évidemment. Le café, c'est une des meilleures stations. On devrait d'ailleurs supprimer les stations de bus et les mettre dans les cafés. Ce serait beaucoup plus rigolo. Mais oui, pourquoi faire des stations qui ne servent qu'à ça? La mobilité devenant le mode de vie, voilà, l'immobile n'est pas immobile, etc. Et l'ensemble de la ville est un système de mobilité, en fait. Hein. Bon, on passe un peu rapidement. Alors, un mot quand même sur, là encore, c'est toujours pour illustrer comment un changement de paradigme, ça bouleverse complètement les logiques. Si la personne mobile est au cœur du paradigme, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on réfléchit en termes de mobilité personnelle. Chacun a sa mobilité. Et il la fabrique. Il faut aller jusqu'au point de considérer la mobilité personnelle comme une compétence. Et même, c'est une compétence sociale très importante. Si vous n'êtes pas compétent en mobilité, vous êtes quasiment en risque d'exclusion sociale. On le voit très souvent, d'ailleurs. Donc, si la mobilité... Alors, c'est intéressant de voir la mobilité comme une compétence. Alors, premièrement, ça permet de relativiser. Nous ne sommes pas très compétents en mobilité. Enfin, en tout cas, la compétence est très inégalement répartie. Même pour prendre les choses les plus banales, beaucoup de gens à Paris savent, c'est une compétence, utiliser le métro, et beaucoup moins savent utiliser le bus. C'est bête, mais c'est comme ça. Et en particulier les étrangers. Donc la compétence est variée. Et des gens qui ne savent pas utiliser, qui ne savent pas rouler à vélo, etc., etc. Alors l'apprentissage à la mobilité est peut-être devenu aujourd'hui une compétence essentielle de la vie urbaine et sociale. Et ça s'apprend. À la RATP, donc, on faisait des expériences qu'on appelait les ateliers mobilité pour, en une demi-journée, apprendre à des gens à lire une carte et à utiliser un distributeur automatique. Ça a l'air de rien, mais... Bon, je ne vais pas développer tout ça, mais oui, alors simplement pour montrer le critique du paradigme dominant, formulation du paradigme émergent. Le paradigme ancien, classique, dominant, c'est que le service transport, en termes de service, hein, le métier de service, le service de la RATP ou de tous les autres, hein, c'est d'avoir des bus et des trains propres, rapides, efficaces, sûrs, fiables, etc. Le paradigme moderne, c'est pas ça. Le paradigme en termes de service, c'est l'empowerment, pour prendre ce jargon américain, de l'augmentation, de la capacitation, comme disait, je ne sais plus qui, Amartya Sen, voilà, augmentation de la compétence. C'est ça le service. Hein. Rendre un service de mobilité aujourd'hui, ce n'est pas simplement faire des trains rapides et efficaces, c'est rendre les gens capables d'une mobilité, d'une compétence, leur donner une compétence multimodale, etc. C'est ça le service. Hein. Ce n'est pas d'avoir des trains propres, c'est d'être capable de passer du train à autre chose, etc., etc. C'est tout à fait une différente définition de ce que c'est que le service. Augmenter la compétence à la mobilité plutôt qu'offrir des outils de mobilité monomodaux. Alors il y aurait beaucoup de... Bon, je ne vais pas aussi développer ça, mais c'est le grand changement paradigmatique de l'information. Qu'est-ce que l'information? Dans le paradigme classique, l'information, je l'ai baptisée signalétique spatio-temporelle. C'est ça l'information. C'est-à-dire, dites-moi où est mon bus et à quelle heure il passe. Voilà. C'est simple, hein? C'est une signalétique spatio-temporelle. C'est où et à quelle heure. Ça, c'est l'information dans le paradigme standard. On peut le faire en numérique, on peut le faire avec des technologies, tout ce qu'on voudra, hein, mais ça reste une espèce de signalétique. Dans le paradigme nouveau, l'information, c'est tout à fait différent. Ça devient un vrai software. La notion de, voilà, information devient... Software, ce n'est pas de l'information, hein, au sens habituel. L'exemple le plus courant, c'est le covoiturage. Le covoiturage est un système qui marche à l'information, simplement au software. C'est-à-dire, vous gardez le même hardware, les autoroutes, les voitures et les parkings, vous changez le logiciel. Et vous avez un système tout à fait différent qui est le covoiturage. Vous n'avez pas touché au hardware. C'est une réflexion tout à fait simplette, hein. Mais la métaphore software est très intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre que l'information n'est pas simplement un mode d'emploi du truc. Ça change
Il y a de plus en plus de systèmes qui sont dirigés par le software. Il y a beaucoup d'autres notions d'information qui sont changées. La sérendipité, pour prendre ce mot à la mode. Voilà. L'information classique, c'est comment aller de A à B. L'information nouvelle, c'est qu'est-ce qui se passe entre A et B. Y a-t-il des bonnes surprises? Puis-je faire des rencontres intéressantes entre A et B? Des découvertes, enfin, des bons hasards, tout ce qu'on voudra. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire comment faire pour aller à B le plus vite possible. On peut faire des détours, mais le détour, c'est génial. Bon, etc. Hein. Vous voyez, l'information a changé de nature. L'information avait pour but d'optimiser AB. L'information nouvelle, c'est une optimisation tout à fait différente. C'est qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'aller en B? À la limite, il faut me dire, bon, pourquoi vous voulez aller en B? Allez ailleurs. Et puis l'information dite 2.0, enfin bon, voilà, c'est tout ça, mais au fond, vous savez, la notion d'information, nous avons hérité quand même de la théorie de l'information de Claude Shannon, 1949 ou 50, très belle théorie de l'information, dont les bases conceptuelles, c'était l'information, il y a un émetteur, un récepteur, un canal et du bruit. Voilà, c'est les 4 concepts fondamentaux. Désormais, c'est fini. Tous les récepteurs sont émetteurs. Voilà. Twitter, voilà. Nous sommes tous des émetteurs. Bon, alors voilà, que faire avec ce modèle ancien? Et donc, le paysage est complètement transformé. Tout le monde peut, enfin tout le monde, c'est pas si simple, hein, mais ce scénario simple où il y a un émetteur et un récepteur est terminé. Donc, la notion d'information est complètement bouleversée. Vous voyez, ça c'est un plan pour montrer comment on passe d'un paradigme on change complètement de paradigme sur tous les aspects du système. Alors, un des aspects, évidemment, je le dis depuis le début, hein, mais il ne s'agit pas simplement d'augmenter la compétence en mobilité, comme je le disais, pour être efficace dans la multimodalité. Non. Aujourd'hui, nous sommes passés du transport à la vie mobile. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie mobile? Eh bien, ça veut dire, c'est ma formulation un peu provocatrice, hein, toutes les choses de la vie peuvent se faire en mode mobile. Alors ça, je le formule comme à la limite comme une provocation. Pouvez-vous me donner un exemple d'une chose de la vie qui ne pourrait pas se faire en mode mobile, qui exigerait la fixité? Y a-t-il des choses de la vie, des actions, des activités, n'importe lesquelles, pour lesquelles il faudrait absolument être quelque part pour le faire? À mon avis, s'il en reste, c'est pas pour longtemps. Toutes les choses de la vie peuvent se faire en mode mobile, et en mode mobile, ce n'est pas exactement la même chose qu'en mode fixe. C'est ça qui serait intéressant d'ailleurs. Hein. Travailler dans le TGV, ce n'est pas exactement la même chose que travailler à son bureau, etc., etc. Et on pourrait décliner toutes les activités. Alors on a le travail, beaucoup de choses. Hein. Le commerce, les études, on va voir les MOOC ou je ne sais pas trop quoi, etc. Mais, vous voyez, toutes les activités peuvent se décliner en mode mobile, et c'est une transformation pour ces activités. Alors, on peut même dormir debout. Enfin, ça c'est pour la plaisanterie. J'ai trouvé sur Internet, comme il se doit, un designer sans doute humoristique qui a inventé un appareil à dormir debout. Vous le voyez, il a l'air assez convaincant d'ailleurs. Ça a l'air assez convaincant. Bon, alors, je profite simplement de cette trace d'humour pour dire que, en fait, ce qui est très intéressant pour moi, le sommeil m'intéresse beaucoup, si je peux dire, le sommeil dans la mobilité. C'est sûr qu'on n'étudie pas. Qu'est-ce que dormir dans un train, ou dans un bus, ou même à vélo, bon, ou en voiture? Alors on dit ça, c'est sécurité routière, ça intéresse à ça d'ailleurs. Mais on ne peut pas... Bon, ça serait très intéressant d'étudier les modes du sommeil dans la mobilité. Il n'y a pas qu'un seul sommeil. Nous savons qu'il y a différentes sortes de sommeil. À mon avis, le sommeil de professionnel du métro, le vrai parisien métroman, si je peux dire, il a un sommeil spécial. Il se relaxe dans le métro, hein, le vrai, le pro. Il se relaxe, il s'endort. Il s'endort un peu, mais il se réveille à sa station. Voilà. C'est ça qui le caractérise, le vrai parisien, si je peux dire. Dès qu'il est arrivé à sa station, il se réveille. C'est merveilleux. Bon. Et puis il dort tout en faisant attention aux pickpockets. Voilà. C'est ça aussi une caractéristique du sommeil métro. On fait attention tout en dormant et on se réveille à l'arrivée. Voilà. Petite caractéristique pour dire... Bon. Mais les grands navigateurs, paraît-il, ils dorment d'une autre façon, etc. Bon, donc, ce serait intéressant. Bon, j'ai jamais pu faire ça à l'RATP quand j'y étais, mais j'ai pas eu le temps. Mais ce serait très intéressant d'étudier le sommeil mobile, les variétés du sommeil mobile. Et je généralise en disant, ce qui serait intéressant, c'est les états de conscience. Généralisons, hein. Les états de conscience de la mobilité. J'ai un souvenir de lecture il y a longtemps où j'avais appris que les troubadours étaient à cheval. Hein. Ils composaient leurs poèmes à leur belle avec le rythme du cheval et ils dormaient à moitié. Puis c'est tout. Ils dormaient à cheval, quoi, les troubadours. Hein. Enfin, ils somnolaient. Et cet état de somnolence rythmé par le mouvement du cheval était inspirant, à la fois par le rythme du cheval et par l'état de conscience, pour fabriquer leurs poèmes. Enfin bon, je ne sais pas si c'est entièrement vrai. J'ai retenu ça comme une image intéressante. Des états de conscience. Nous savons très bien qu'on a des états de conscience spéciaux quand on voyage.
Bon, c'est très intéressant d'étudier la mobilité de ce point de vue. Vous voyez, à partir du moment où on a l'hypothèse que la mobilité, c'est la vie, alors on peut commencer à étudier toutes les dimensions de la mobilité. Les rencontres amoureuses, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. Hein. Alors, revenons un peu 5 minutes sur le corps. La médecine contemporaine, en effet, nous a donné un grand coup de main pour la redéfinition de la mobilité, puisqu'il faut marcher une demi-heure par jour. Qui plus est, mon iPhone le sait maintenant. Hein. Vous savez que les applications, moi j'en ai une, mais je ne l'ai même pas demandé. Hein. Je me suis rendu compte un jour qu'il y a un truc, il y a un histogramme des nombres de pas, et même du nombre d'étages. Bon, je n'ai même pas demandé. Bon, alors je me dis qu'un jour, la sécurité sociale aura accès à ça. Ça, c'est déjà fait. Et elle dira, si vous n'avez pas marché 10 000 pas par jour, lorsque vous aurez une maladie grave, ça sera de votre faute. Bah, ce serait normal, puisqu'on sait que marcher 10 000 pas par jour, c'est bon pour éviter le cancer, enfin pour tout un tas de choses. Hein. Bon, dans un système légèrement totalitaire, la sécurité sociale sait combien de pas vous avez marché aujourd'hui. Bon, je pousse un peu pour le plaisir. Mais ça, simplement, ça nous amène à penser que la mobilité est un facteur de santé. Donc, la mobilité, ce n'est pas d'aller à B, la mobilité, c'est d'entretenir son corps. C'est merveilleux. On peut même généraliser en disant que la mobilité, c'est un facteur de développement personnel. Ce n'est pas simplement le corps. C'est bien pour le, je sais pas quoi, le capital social, etc. Évidemment, hein. La mobilité, c'est un facteur de développement personnel. C'est mieux que le yoga. C'est mieux que la sophrologie. Beaucoup mieux. Pourquoi je le souligne? Parce qu'en général, les professionnels du transport savent très bien raisonner en termes de développement. Et ils disent le transport est un facteur de développement économique, de développement territorial. Eh bien, il faut rajouter le développement personnel. La mobilité, ça sert au développement personnel. Si vous êtes un professionnel urbain, vous voulez créer un nouveau système de transport, de mobilité, vous promettrez à vos concitoyens, non pas d'avoir des systèmes simplement rapides, efficaces, fiables et propres, mais quelque chose qui est bon pour eux, qui va développer leur potentiel, leur santé, etc. Vous voyez le changement complet de signification. Alors, je vais presque finir en parlant de la mutation des valeurs. Hein, c'était évoqué tout à l'heure, mais sur les valeurs. Alors, aussi, en termes de valeurs, je prends le mot valeur vraiment en un sens relativement général, bien et aussi économique. L'ancien paradigme, ou le paradigme dominant, etc., on peut nommer sa valeur. Alors, encore une fois, je fais un effort de nomination. J'appelle ça la valeur transit. Je trouve que c'est un mot qui va assez bien. La valeur transit, c'est la mesure de la performance et de la valeur en termes de vite et loin, et débit, disons. Et donc, concrètement, dans les systèmes de transport, vous mesurez les kilomètres voyageurs, les kilomètres, la portée, le débit, kilomètres voyageurs, kilomètres, la portée, et la vitesse, le kilomètre à l'heure. Oui, le kilomètre est partout d'ailleurs. Hein. Voilà la mesure. Voilà la valeur. Un système de transport efficace, c'est le TGV. Ça va vite, etc. Cette valeur ne suffit plus pour penser le paradigme de la mobilité. Alors je me suis amusé aussi encore à emprunter un mot au sociologue, un mot qu'il n'utilise pas très souvent, la reliance, je trouve que c'est un mot joli, qui est la création de liens. Ce n'est pas simplement le lien, c'est la création de liens. Donc on pourrait se dire qu'une façon de définir les nouvelles valeurs de la mobilité, ça n'est plus le transit, vite et loin, c'est combien ça me crée de sérendipité, d'opportunités, de contacts possibles, etc. etc. Qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que j'expérimente? Qu'est-ce que je découvre? Alors là, encore une fois, d'ailleurs, j'ai trouvé mon inspiration dans une publicité, une affiche, même une vitrine en fait, hein, de Nouvelles Frontières. Nouvelles Frontières, c'est pas mal. Hein. Nouvelles Frontières, à un moment donné, avait fait un petit exercice sur son propre logo. Vous le voyez là. Nouvelles Frontières, Nouvelles Rencontres. C'était très bien fait graphiquement. Hein. Une espèce de symétrie entre les deux. Et ça disait très clairement que l'intérêt du voyage, ce n'est pas seulement d'aller loin. Voilà. Nouvelles Frontières, ça voulait dire aller loin. Alors là, on vous disait, ben non, l'intérêt du voyage, c'est pas seulement d'aller loin, c'est de faire des rencontres. Enfin, c'est assez banal, mais c'est très bien trouvé, très bien formulé. Ça change complètement la valeur. Alors, je rajouterai une troisième, hein, parce qu'il y a des degrés dans la prospective, si je peux dire. Hein. Le deuxième stade, qui est la valeur reliance, c'est déjà là. À mon avis, le stade suivant de la mobilité, c'est ce que j'appellerais moi parfois la mobilité créative, la mobilité performative, considérer la mobilité comme un art. Je ne vais pas développer ça parce que ça nous amènerait trop loin, mais on peut aller encore plus loin, bien sûr. Hein. Dans le fait d'arracher la mobilité à sa définition fonctionnelle froide, ou en tout cas monofonctionnelle. Que l'idée que la mobilité, ça sert à aller quelque part, quoi. Et éventuellement même à ne pas perdre son temps en chemin. Ça peut être beaucoup plus que ça, la mobilité, ce qui m'amène souvent à penser que nous ne sommes qu'au début de la mobilité. Nous entrons dans une ère, une époque, une civilisation de la mobilité, et ça ne veut pas du tout dire de bouger de plus en plus, pas du tout. Ça veut dire que la mobilité sera beaucoup plus créatrice de valeur. Et c'est pour ça que la dimension esthétique, d'abord,
et artistique même, pourrait être une façon intéressante de voir qu'est-ce que créer de la valeur en bougeant. De la valeur ou quelque chose. Pour prendre une des métaphores les plus simples, au fond, désormais, il y a des dispositifs techniques de capture du mouvement. Alors je fais ça, ça fait de la musique. Bon, c'est banal déjà. C'est déjà banal. D'ailleurs, le plus banal, c'est que je vais aux toilettes, je pousse la porte, ça s'allume. Merveilleux, pas merveilleux. Il suffit de bouger pour que ça s'éclaire. C'est devenu banal. Le mouvement est créateur de quelque chose, en tant que tel. À mon avis, c'est une des perspectives prospectives intéressantes sur la mobilité. Ça crée quelque chose, indépendamment de tout déplacement. La danse, d'ailleurs, évidemment, c'est ça. Voilà, je vais peut-être m'arrêter. Voilà, merci.